Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe des Fashion Green Days pour cette journée de talk aujourd'hui et demain. C'est une belle journée. Je suis ravi de vous retrouver pour clôturer cette première journée consacrée au Green Commerce. Alors, il y a aussi beaucoup de solutions qui ont été évoquées déjà aujourd'hui. Je pense notamment à Eric Vidalin et Perrine Tanguy qui ont formulé des recommandations pour les grandes enseignes et les distributeurs. Et pour cette table ronde qui est consacrée au commerce engagé, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux créatrices de marques, le fondateur d'une marque média, la cofondatrice d'une plateforme engagée et le cofondateur d'une solution applicative innovante. Donc, on ne va pas tarder plus que ça. On va essayer d'appréhender votre perception de ce sujet du green commerce et voir comment vous mettez cet engagement en œuvre. Alors, je vais laisser à chacune et chacun de mes invités se présenter. Je vais commencer par Sidonie Dumoulin, qui est cofondatrice de Thelma Rose. Est-ce que tu peux présenter ton parcours, ta marque en 90 secondes? Je suis Sidonie Dumoulin, je suis la cofondatrice d'une jeune marque de prêt-à-porter féminin qui s'appelle Thelma Rose. Thelma Rose, c'est une collection intemporelle qui se distingue notamment par un choix de matière qui est hyper doux, hyper qualitatif. C'est aussi une marque digitale, c'est ce qu'on appelle une DNVB en fait, c'est-à-dire qu'on a la maîtrise totale de notre chaîne de valeur depuis la conception jusqu'à la distribution des produits, ce qui nous permet de rendre la qualité abordable. Alors nous, ça fait 10 ans qu'on est présent sur le marché du prêt-à-porter éco-responsable, même si il y a 10 ans, on n'appelait pas ça éco-responsable, on appelait ça Made in France. Mais c'est vrai qu'on a démarré l'expérience avec le lancement d'une première marque qui portait cet ADN de Made in France, de certification Ocotex, de sourcing à proximité et qui s'appelle De Mois en Mois, qui était dédiée à la femme enceinte. En fait, c'était notre première cliente. Voilà. Est-ce que tu peux nous résumer en un mot le green commerce selon toi? Alors pour moi, le green commerce, en fait, c'est l'alignement des valeurs depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation, en passant par le rapport aussi à l'écosystème, le rapport humain, en fait, qui est fondamental dans cette histoire. Ok, merci Sidonie. Marine, tu es la créatrice des jupons de Louison. Alors, même question pour toi, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et ta marque? Du coup, je m'appelle Marine et j'ai créé les jupons Louison il y a à peu près 2 ans et demi. J'ai une associée qui s'appelle Anouk et les jupons Louison, c'est une marque de vêtements féminins intégralement made in France et demi-mesure. C'est-à-dire que demi-mesure, c'est adapté à la taille de chaque femme, donc on fait du 34 au 52, et également en longueur, donc en longueur de buste et en longueur de jambe. Puisque du coup, on s'est rendu compte que toutes les femmes ne font pas les standards de la fast fashion, donc 1,75 m et 1,36 m, et que notre but à nous est de sublimer la femme au naturel en utilisant donc, la fabrication intégralement française et des tissus aussi français. Ok, merci pour cette présentation. En un mot, le green commerce selon toi? Pour nous, le green commerce, c'est vraiment de faire attention au jour le jour. C'est pas un effet de mode, mais c'est vraiment une tendance de fond. C'est vraiment les valeurs principales qu'on a chez les jupons Louison. Et du coup, voilà, nous, ils passent par toutes les petites étapes de la vie de notre entreprise. Donc, c'est vraiment primordial chez nous. Ok, super, concis, clair. Je vais demander à Geoffrey d'allumer son micro et puis de nous présenter Bonne Gueule. Bonjour à toutes et à tous, merci Thomas. Bonne Gueule, c'est une aventure qui a commencé en 2007, à la base comme un simple blog amateur. Pendant 5 ans, c'est resté uniquement un petit média, mais qui s'est mis à grandir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rassemblaient autour, vu qu'on ne faisait pas de pub, pas d'affiliation, pas d'articles sponsorisés. Et puis, vers 2012, on a commencé à faire nos propres vêtements, et petit à petit, en fait, à cocher toutes les cases de ce qu'aujourd'hui on appelle en 2020 une DNVB. Mais toujours en restant aussi un média indépendant, puisque par exemple chez nous, il y a vraiment d'un côté une équipe éditoriale, je ne mens pas, il y a même une cloison, et de l'autre côté une équipe production de contenu sur les pages de vente. Donc il y a toujours ce contrat de lecture qui est respecté, avec pour objectif en fait de sensibiliser le marché à une mode plus responsable, et à côté de ça, de montrer qu'on n'est pas seulement des critiques, mais qu'on est aussi capable de faire notre propre marque de vêtements qu'on distribue du coup sur e-commerce et dans nos boutiques.
Super, merci Geoffrey. Dans le chat, on va vous mettre aussi tous les contacts, les sites web. Donc, si bien sûr à la fin il y a des gens qui veulent rester en contact avec vous, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre votre adresse mail. Voilà. Ouais, Geoffrey, du coup. Du coup, c'est quoi le green commerce pour moi? Je trouve que j'aime bien la définition de Sidonie. Pour moi, c'est un alignement entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, entre le produit, mais aussi avec le respect du consommateur et puis aussi le respect de celui qui produit, que ce soit dans les ateliers ou dans la boîte. Finalement, c'est juste bien faire les choses. Merci. Du coup, Marie, je te redonne la parole. Merci Thomas. Et ben du coup nous on fait plutôt partie du côté consommateur à la base, donc Antoine et moi on n'est pas du tout dans le milieu. Je suis ancienne chercheure en cancérologie et Antoine, donc le cofondateur de Woodresfer, c'est un ancien auditeur financier. Et nous on est parti d'un constat, c'est que quand on a changé notre manière de consommer, on a cherché aussi à le faire dans la mode et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait toutes ces marques qui font les choses très bien mais qui sont moins visibles du fait qu'ils investissent peut-être moins aussi dans de la communication et dans le marketing puisqu'ils investissent dans leurs matières premières, dans les ateliers, les usines, etc. et la recherche et développement. Et du coup, on s'est dit que on allait rassembler ces marques sur une même plateforme et pour leur donner plus de visibilité à ces marques et permettre aux consommateurs de trouver en fait sur un seul site du coup une garde-robe complète avec des marques qui sont engagées, qui sont transparentes, sur lesquelles on donne le maximum d'informations pour que le consommateur lui-même puisse choisir en fait en toute connaissance de cause. Super, merci. Et Marie, toi, ta définition du green commerce? Alors du coup, ouais, je rejoins quand même tous ceux qui ont défini le green commerce avant moi. Et nous, on définit ça sur de la cohérence et de la transparence. Donc nous, on fait très attention en fait sur toutes les étapes de la création d'une entreprise, même sur les statuts, sur le financement de l'entreprise, ça va jusque fournisseurs d'électricité, etc. Et en fait, et transparence parce que la cohérence, elle est complète. On essaye vraiment de faire ce qu'on peut et de réfléchir au moins à toutes ces questions-là. Et quand du coup, on n'a pas les moyens, on est encore trop petit, etc., mais en fait, on dit clairement en fait, au consommateur final, voilà, aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller là-dessus parce que voilà, on a cette taille-là. À partir quand on aura une taille un peu plus grande, on ira plus loin. Et du coup, pour nous, c'est fondamental aujourd'hui que les consommateurs sachent dans quoi ils investissent, dans quelles entreprises ils investissent, et que derrière, ils choisissent en fait ces entreprises-là de les soutenir en toute connaissance de cause. Ok, super. Marie, tu pourras déjà répondre à une petite question dans le chat pendant que je passe la parole à Jean-Philippe. Jean-Philippe, je te laisse pareil te présenter Moon Planet, ton parcours. Voilà, c'est à toi. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Jean-Philippe. Alors moi, j'ai un parcours, c'est pareil, j'ai un parcours plutôt issu du digital, notamment au sein de grosses entreprises comme Soprasteria ou IBM. Et puis, il y a 3 ans, j'ai créé un cabinet de conseil, Incubate, qui est spécialisé dans le pilotage des transformations d'entreprise. Et avec au départ une vision très digitale des changements auxquels finalement étaient confrontés les clients, notamment dans le secteur du textile. Et puis en fait, on s'est aperçu que le bouleversement était beaucoup plus lié au basculement des business models, avec en gros les passages d'une économie notamment linéaire où le volume, j'allais dire, est la clé, et l'achat au moins cher, vers quelque chose de beaucoup plus tendu, vers moins de produits, mieux conçus, avec un usage qui peut être accompagné justement jusqu'à la fin. Et c'est là qu'est né Moon Planet, dont je suis le cofondateur, qui est une plateforme où les marques et les citoyens, donc les marques, c'est les fabricants et les distributeurs, et les citoyens peuvent s'entraider pour qu'un produit, finalement, dure le plus longtemps possible, déjà, qui profite au plus grand nombre, et qui, en même temps, va ne jamais devenir un déchet. C'est ça la promesse de Moon Planet. C'est pourquoi, pour nous, je vais répondre tout de suite à ta question sur le green commerce. Nous aujourd'hui, green commerce, c'est essentiellement synonyme d'infini, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment j'accompagne, comment je mets un produit au centre de toutes les attentions pour qu'en réalité,
il ne soit jamais abandonné quelque part là, dans une benne ou dans quoi que ce soit, et qu'il soit finalement qu'il puisse passer d'un usage à un autre, quoi. Ok, super. Merci Jean-Philippe. Je termine aussi ce petit tour de présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Ebélé, je suis cofondateur de Slow We Are, le label de confiance de la mode responsable, et à travers lequel nous souhaitons promouvoir des enseignes sincèrement engagées pour une mode responsable et aussi accompagner le consommateur dans sa recherche d'information et de transparence. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ce premier tour, je vais vous poser une première question qui va plutôt s'adresser à la partie marque du panel. Donc Marie, Sidonie et Geoffrey, pour vous, quelle est votre promesse auprès du consommateur quand on est une marque engagée? Marine, si tu veux bien commencer? Moi? Ouais. Oui, alors attends, vas-y, répète parce que du coup, j'entendais pas, j'étais en train d'essayer de régler le son. Ok, pas de souci. Pour le green commerce, on peut le voir aussi comme une promesse auprès du consommateur. Quand on est une marque engagée, c'est quoi cette promesse d'après toi? Oui, ben, en fait, pour nous, on s'engage auprès du consommateur à être transparent, à faire toujours de notre mieux, à nous améliorer parce qu'on ne peut pas naître une jeune marque directement parfaite. On peut, voilà, on s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc, on grandit avec eux et c'est les consommateurs qui nous aident justement à nous améliorer au fur et à mesure des années. Et on s'engage en fait auprès des consommateurs de leur fournir des produits qui soient responsables, c'est-à-dire on est beaucoup plus transparent, on explique d'où ça vient, comment ils sont fabriqués. C'est ça aussi en fait enfin le green commerce, c'est vraiment ben voilà, en fait on explique toutes nos étapes de fabrication, on explique comment on fonctionne, les valeurs, en fait tout le processus jusqu'à temps que le produit arrive chez eux et puis le fait que le produit il a une durée de vie beaucoup plus importante que la fast fashion qui est jetable. Donc, en fait, je pense que ça, c'est à partir du moment où l'entreprise naît jusqu'à temps que le produit euh, finisse sa vie. Donc, je pense qu'en fait, c'est sur toutes les petites actions de l'entreprise et auprès du consommateur qu'on peut, voilà, on peut dire qu'on fait attention au green commerce. Sidonie, pour toi, la promesse de Thelma Rose auprès du consommateur? Nous, on a une promesse de qualité. En fait, je pense que quand on parle de marque responsable, de mode responsable, il y a déjà une promesse à ce niveau-là. On essaye de proposer le produit le plus impeccable possible, que ce soit sur les choix de matière, mais aussi de coupe, de finition, de montage. Ça, c'est un point important parce que du coup, ça se retranscrit aussi dans la durabilité du produit. Et puis, quand on parle de qualité de produit, on parle de qualité de service. Donc, c'est vrai qu'on est là auprès de nos clients de la manière la plus humaine possible, à la fois de manière très disponible, en fait, très bienveillante. Et puis, moi, je rejoins de toute manière Marine. Je pense que globalement, on parle de la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, on est aussi, nous, en fait, dans nos engagements, on essaye d'être les plus transparentes possibles. Et je dis possible parce que c'est pas toujours évident. Il faut remonter les filières et ça prend du temps parfois aussi de discuter avec nos différents fournisseurs enfin voilà, c'est toute une culture. En fait, il y a la base. Aujourd'hui, il y a le consommateur. On veut tous être hyper transparents. Bon, nous, en tant qu'acteurs, on a aussi ce devoir de remonter les filières. Et puis le dernier volet que j'ajouterais par rapport à ça, c'est aussi un travail de sensibilisation en fait qui va de pair expliquer notre travail toujours, expliquer la durabilité d'un produit, pourquoi, comment, le prix, etc. Et je pense que c'est quelque chose de très important aussi que les consommateurs comprennent et ce à quoi ils adhèrent en fait de plus en plus. Super, moi c'est vrai que je trouve que vous avez bien résumé. C'est vrai que je voulais aussi vous donner un petit peu ma définition du green commerce, mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est avant tout cette
perception de qualité, je pense aussi d'utilité, le prix juste. C'est pas toujours pas toujours simple. C'est souvent compliqué d'expliquer ça auprès du consommateur, et puis aussi les bienfaits. Et pour ça, je pense, Geoffrey, toi, qui a fait aussi cette analyse, qui a créé la marque après avoir déjà disséqué ce qu'était la mode. Quand on préparait cette table ronde, il y a une chose qui était super importante pour moi, c'est comme euh, vous êtes une marque qui est née digitale et phygital quasiment en même temps. Mais vous avez vu aussi cette progression se faire. Et pour toi, l'alignement, il doit être maximum entre ces deux éléments-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Je veux dire l'alignement entre le physique et le digital? Ouais, ouais. Ouais, donc nous, en fait, on vient vraiment du digital, mais on a quand même ouvert des boutiques et ça a des avantages assez évidents sur l'expérience client, aussi sur la réduction des coûts. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ben, une boutique qui tourne bien, ça coûte bien moins cher par produit vendu que du e-commerce où à chaque fois, il faut repayer les coûts de livraison, le packaging, le picking, le stockage, les retours. Mais qui a aussi des vrais avantages RSE. Euh, Évidemment, on est sur des packaging beaucoup plus modestes, mais ça permet aussi d'aller aussi plus loin sur la transparence, parce que finalement, ben là, le consommateur, on peut pas lui faire de l'esbrouf, le produit, il le voit. Et on a aussi voulu donner une dimension aux boutiques assez forte par rapport à notre ADN, c'est-à-dire que la transparence et l'alignement entre l'entreprise et le consommateur, on l'a mise vraiment partout. Par exemple, nos conseillers de vente, ce pas des vendeurs dans le sens où ils n'ont pas des primes s'ils vendent 3 manteaux de plus ce mois-ci. Par contre, ils ont des primes à la satisfaction client qu'on calcule avec un indicateur qui s'appelle le Net Promoter Score. Quand les gens ils payent, ils se retrouvent avec un petit questionnaire web à répondre. Et en fait, c'est là que ça déclenche des primes. Donc, en fait, assez rapidement, ben, on a un alignement entre des vendeurs qui sont plus un peu comme des copains, bien sûr, avec la déférence aussi, parce que c'est, comment dire, il n'y a pas du tutoiement gratuit ou de la familiarité abusée, mais par contre, il y a une convivialité, une collégialité qui se crée, en fait, simplement parce qu'il y a un indicateur qui a été mis dans le bon sens, non pas sur de la vente, mais sur de la satisfaction client. Chez Bonne Gueule, donc, il y a ce côté NPS et qui est fondamental dans le sens où dans l'accompagnement, Sidonie en parlait juste avant, sur l'accompagnement du consommateur, il va des fois jusqu'à faire des recommandations qui ne sont pas forcément des produits que vous avez en magasin ou sur le digital, quoi. Ouais, nous, on est un peu maso. Euh, on a un média qui parle de toutes les marques qui existent et qu'on apprécie, même en général plutôt en bien. Hein. C'est vraiment un média qui est là pour raconter ce que nous on aime. Et dans les boutiques, ça se retrouve aussi. C'est habituel qu'un conseiller, quand il n'a pas le produit qui convient aux besoins du client, ou simplement quand le client il souhaite plus d'alternatives, qu'on l'envoie chez des confrères. Après, bon, il y en a qui trouvent qu'on est un peu des fous d'un point de vue économique, quoi, de faire ça et de se tirer une balle dans le pied. Euh, Nous, on a aussi une forme de foi dans le système. On se dit que quand on est bon en fait avec le client, eh bien, il y a une espèce de logique de l'univers à laquelle il faut croire et qui fait qu'il s'en souviendra et qui viendra chez nous pour son prochain achat. Oui, je suis C'est hyper aussi d'accord. Et c'est aussi ce qui se passe avec votre équipe média rédactionnelle. Eux aussi sont totalement indépendants et décorrélés de l'aspect vente. Exactement, ouais, il ne participe pas à l'animation commerciale du site. Mm. Marie, avec We Dress Fair, vous vous êtes positionné en Select Store engagé et au-delà des valeurs d'éthique et d'éco-responsabilité dans votre sélection de marques, hein, on sait que vous êtes très attentif à ça. Il y a une manière vraiment intéressante dans votre différenciation par rapport à d'autres plateformes de vente, c'est notamment à travers les campagnes de communication qui visent le consommateur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et quels sont vos retours et nous parler aussi de la campagne là, que vous êtes en train de lancer? Ouais, ben,
En fait, nous, notre rôle aussi, on s'est donné 2 missions chez We Dress Fair. La première, c'est proposer l'alternative à tous ceux qui aujourd'hui la cherchent. Donc, c'est-à-dire toute personne qui aujourd'hui se pose la question de sa consommation dans la mode, eh ben, il faut qu'il puisse trouver son alternative. Donc ça, c'est toute la partie e-shop en fait, du site, marketplace, etc. Et l'autre mission de We Dress Fair, c'est donner l'information au consommateur et lui permettre en fait de comprendre les grands enjeux de l'industrie textile. Et du coup, tout ça se formalise autour de beaucoup de pédagogie. Et on essaye toujours d'élargir notre cercle petit à petit. Et du coup, nous est venue l'idée de faire des campagnes un peu plus choc. Donc, on vient tous, We Dress Fair, de monde un peu associatif, militant, activiste. Et du coup, on a, en tout cas, de proches, en fait, assez facilement, le côté un peu réac, un peu révolutionnaire, voilà, qu'on aime bien. Et les campagnes de sensibilisation qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est essayer de toucher un petit peu plus de monde. Avec l'humour aussi, on essaye beaucoup de détourner des trucs, de prendre des vieilles publicités, de les détourner, etc. parce que ça choque un peu. Et en même temps, on fait passer un message. Le but, c'est pas de dire eux c'est les méchants, eux c'est les gentils, c'est de dire voilà ce qui se passe en fait aujourd'hui, à vous de choisir en fait avec la possibilité que vous avez de choisir. Et vraiment, c'est ça, le but de We Dress Fair, c'est élargir le choix du consommateur, puisqu'on trouve qu'en fait, avant, on avait quand même moins le choix. On rentre dans une boutique de fringues, on ne sait même pas d'où elles viennent, on ne sait pas les compos. Donc finalement, on choisit juste le prix et c'était juste ce qu'on choisissait, quoi. Donc c'est vraiment notre but, c'est ça. Et du coup, là, on lance effectivement, là, on est dans une période qui est un peu complexe. Je suis dans la boutique, elle est fermée, il fait trop froid, donc je suis à côté du radiateur que je viens d'allumer. Et en fait, c'est le moment du Black Friday et les petits commerçants sont fermés et du coup, c'est encore plus compliqué pour nous. Et du coup, on essaye de faire de la pédagogie sur les incitations agressives à l'achat en ce moment, parce que les incitations agressives à l'achat, en gros, ça touche des biais cognitifs. Donc, en gros, ça touche des émotions, notre cerveau, en fait, et notre logique. Et du coup, ça touche moins le côté... on devrait, en fait, dire plus de choses sur la qualité, sur le produit. Donc, Bonne Gueule, vous le faites vraiment très, très bien. Et du coup, c'est sur ça qu'on aimerait que le consommateur, en fait, se focalise aujourd'hui. Plutôt que sur le prix. Et ce qu'on voit en fait dans ces campagnes de Black Friday qui arrivent, c'est qu'il y a une ligne pour décrire le produit et il y en a 36 pour décrire la promotion et la fin de la promotion qui arrive à expiration dans 3 minutes, quoi. Et du coup, on lance toute cette campagne de sensibilisation à partir de samedi autour des incitations agressives à l'achat et comment s'en détourner, comment les repérer, comment s'en détourner et quelles sont les solutions pour faire autrement. Super, c'est très clair. Jean-Philippe, il y a aussi toute une dimension de sensibilisation qui va de pair avec Moon Planet. Et moi, on a aussi longuement échangé, on a pu faire bien connaissance. Et moi, ce que je trouve vraiment appréciable dans cet accompagnement du consommateur, il y a la solution C2C, customer to customer, mais ce que je trouve vraiment génial, c'est le côté innovant de la solution C2B. Est-ce que tu peux nous en parler, détailler un peu davantage comment ça fonctionne? Très bien, oui. D'abord, effectivement, quand j'entends tout ce qui est dit là, au travers de Marine, Sidonie ou Geoffrey, il y a effectivement le consommateur, finalement. Aujourd'hui, nous, on est parti du principe que c'était un acteur incontournable, finalement, du commerce engagé. On ne fera pas du green commerce si, effectivement, on parlait de prix tout à l'heure, s'il n'y a pas une dimension d'éducation, de monter finalement en compétence sur la façon dont on peut consommer différemment, dont la façon dont on peut aller finalement vers des solutions alternatives. Et donc, nous, on est parti du principe que c'était aux consommateurs de reprendre finalement le contrôle de ses envies et de ses besoins, mais pas dans une dynamique de culpabiliser. J'entendais tout à l'heure, effectivement, il ne s'agit pas de dire que, je crois que c'est Marie qui disait, il ne s'agit pas de dire que ça c'est bien ou ça c'est mal, etc. C'est plutôt de dire, tiens, voilà l'ensemble finalement des possibilités que j'ai pour faire des gestes qui sont finalement cohérents
avec un commerce engagé et avec une consommation du coup responsable. Et donc, plutôt que de culpabiliser, on essaie de valoriser les bons gestes. Et c'est pas des acteurs de la mode que je vais l'apprendre parce qu'effectivement, le plaisir, l'émotion, c'est fondamental, j'allais dire, pour pouvoir trouver l'adhésion. Et donc, c'est en cela où on se dit que chacun doit finalement se dire, ah bah tiens, typiquement, si on prend l'exemple d'un citoyen à qui on dit, bah tiens, regarde tout ce que tu as accumulé, voilà tout ce que tu as aujourd'hui, finalement, voilà à la fois l'empreinte écologique, mais ça, à la limite, ça va parler à certains qui sont déjà un peu éco-projetés, à d'autres un peu moins, mais aussi tout simplement lui dire, mais c'est aussi du pouvoir d'achat qui est là et que tu ne partages pas et que tu n'envoies pas finalement ailleurs. Donc, à la fois, tu ne partages pas l'empreinte écologique, donc finalement, elle ne fait qu'accumuler les empreintes écologiques les unes à côté des autres. Donc, déjà, tu pourrais déjà au moins faire ce geste-là. Et en plus, ça va te servir à quelque chose. Donc, essayer d'accompagner finalement le citoyen sur une démarche où on va lui offrir des possibilités de valoriser des gestes qui va apprendre, qui va intégrer, qui seront des bons gestes, mais qui va apprendre et intégrer parce que tout simplement, ça servira, j'allais dire, son propre plaisir et sa propre envie finalement de consommer avec cette valorisation de dire, et en plus je le fais de manière responsable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'au travers de toutes les interviews qu'on a pu faire, énormément de personnes se disent aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, disent mais j'aimerais bien consommer différemment, j'aimerais bien faire des choses un peu différentes, mais souvent c'est ouais, mais ça va me coûter plus cher, je ne sais pas quoi faire exactement, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, etc. Et donc l'idée c'est de vraiment de mettre au centre le citoyen et de se dire bon, maintenant, quelles sont mes possibilités? J'ai un produit ou je veux un produit. Quelles sont mes possibilités les plus responsables possibles? Et donc, ce n'est pas je push vers le citoyen, mais c'est moi, citoyen, qui demande finalement à mon écosystème, qui soit mes marques préférées ou tout simplement effectivement des startups, des nouveaux entrants qui ont des solutions innovantes pour soit me proposer des produits innovants, soit tout simplement me dire moi je suis intéressé par les produits que tu as et donne-les-moi. Et tout ça dans un cadre où on valorise, j'allais dire, ce qui va être réalisé par le citoyen. Donc c'est vraiment, pour nous, hein, c'est toujours pareil, c'est commerce engagé, c'est responsabiliser, oui, il faut responsabiliser. Beaucoup de collectifs, aucune marque, aussi puissante soit-elle, ne réussira finalement à être, j'allais dire, capable, j'allais dire, d'adresser les enjeux qui sont face à nous. Donc, c'est bien du collectif et de la petite entreprise comme nous jusqu'à la grosse entreprise. Et puis, d'éducation positive et pas je te culpabilise, ça c'est pas bien, ça bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien. Mais plutôt, comment je t'accompagne pour faire en sorte que tu fasses des choses qui soient bonnes pour tout le monde, quoi, y compris pour toi. Merci Jean-Philippe. On a une question dans le chat qui s'adresse plus particulièrement à Marie et à Sidonie et qui concerne l'acheminement des produits et leur conditionnement. Est-ce que vous pouvez rapidement répondre à cette question-là? Oui, moi je peux bien répondre. Nous, on achemine nos produits quasiment exclusivement par voie terrestre, par la poste essentiellement. On a une gestion du premier kilomètre, c'est-à-dire que tout se fait en vélo chez nous, quitte à faire plusieurs allers-retours. Voilà, on a toujours les polybags chez nous, donc ça c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que du coup, en fait, on fait les polybags font usine, centre logistique, usine. Donc, on n'est pas sur un usage unique, en tout cas. Ça ne part pas chez nos clients et c'est pas jeté à la poubelle. Pour le moment, on en est là. On est sur des tout petits emballages. Je dis ça parce que j'entendais Perrine Tanguy tout à l'heure, c'est ça? Dire que du coup, les colis étaient vides à 43%. Alors, nous, on a des tout petits paquets. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours des petits tips comme ça, des good practice par-ci par-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, sur l'emballage et l'acheminement, je crois que j'ai tout dit. Marie, comment ça se passe avec vos marques? Alors du coup, nous, on est revendeurs, enfin on a une partie revente et une partie marketplace. Donc pour la partie marketplace, c'est les marques qui envoient directement.
Donc là, c'est vraiment elles qui ont leurs propres engagements là-dessus. Et après, côté... Oui, voilà, c'était Marine. C'était pas moi. Mais bon, Oui, je me doutais un petit peu, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. Et du coup, nous, on a à peu près, un peu plus de 25 marques en fait en boutique aujourd'hui. Du coup, toutes les marques avec qui on bosse en général ont des polybags recyclés ou compostables. Et du coup, nous, on gère tout ici. Donc, on a la chance en région Rhône-Alpes d'avoir des consignes de tri élargies. Donc, nous, on peut recycler en fait les polybags. Et du coup, on les envoie pas aux clients, mais nous, on les recycle ici. Donc, déjà, nous, on les réutilise quand on en a besoin. Puis après, du coup, on les met au recyclage. Et après, sur la gestion de l'envoi des colis, nous, nos colis sont 100% recyclés, recyclables et compostables. Du coup, tout ce qui est à l'intérieur, on peut même le mettre au compost. On l'utilise nous-mêmes dans nos composts. Donc, voilà. Et par contre, on n'a pas encore la gestion des derniers kilomètres. On a des volumes qui sont encore, importants, mais pas assez importants pour que ce soit économiquement viable. Et du coup, on envoie tout via Colissimo, qui aujourd'hui, par contre, compense ses émissions carbone. Donc, on sait que la compensation, c'est pas le mieux. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, on est transparent là-dessus aussi. On le note noir sur blanc sur notre site et on dit que c'est des points d'amélioration qu'il faudra qu'on ait dans le futur. Marie, je vais te laisser répondre à cette question-là. Et puis après, si tu peux enchaîner directement sur une autre question qui est, on revient sur le conseil client et comment vous avez mis en place une solution finalement qui permet de résoudre une problématique majeure des grandes enseignes de fast fashion qui font un design, une conception produit qui ne touche que 3% de la population. Oui, alors déjà donc, pour les emballages, alors, on reçoit donc des cartons de nos ateliers. Parce qu'en fait, on a un atelier donc, à La Rochelle, à Rennes et à Nantes. Et du coup, on reçoit par carton. Nous, on reçoit 100 polybags juste avec une feuille de papier de soie. Et après, on envoie à nos clients. Donc, nous aussi, on utilise Colissimo. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution plus adaptée. Alors, à Paris, comme on a un showroom, les clientes peuvent venir le chercher sur place. Mais après, sinon, on envoie par Colissimo et on envoie par une solution donc, de colis réutilisable qui s'appelle Hop Hop Hop. Qui permet en fait de pouvoir renvoyer les colis. Ils peuvent se plier, ils sont vraiment tout petits et donc ça peut revenir vraiment facilement. On peut les réutiliser vraiment beaucoup de fois. Et si le client ne souhaite pas utiliser cette option-là, on envoie des enveloppes malheureusement. Et donc, pareil, nous aussi, on met des petites enveloppes pour justement que ça prenne, qu'il y ait moins de gâchis. Mais voilà, on a 60% de nos clients pour l'instant qui utilisent Hop Hop Hop. Donc voilà, c'est de plus en plus, comme il faut vraiment leur apprendre à changer leur façon de fonctionner. Voilà, pour l'instant, on a 60% et on espère en avoir de plus en plus. Donc pour la solution qu'on a trouvée, nous en fait on fait du demi-mesure parce que on se rend compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont les standards classiques. En fait on s'est adapté à la mode, mais c'est pas la mode qui s'est adaptée à nous. Et ça c'est quand même assez dommage. Voilà, on n'a pas toutes les morphologies idéales. Donc en fait nous on propose beaucoup de tailles et plusieurs longueurs. Donc on a entre 3 et 4 longueurs par produit. Donc, alors ça peut être complexe au début à comprendre, mais en fait, il suffit juste de dire, voilà, je mesure 1m75, je mesure 1m60. Et au final, en fait, nous, on a un algorithme, on a créé un algorithme au début et maintenant, on échange avec les clientes pour savoir quelles sont les longueurs qui sont le plus adaptées à elles pour que, en fait, une femme qui mesure 1m50 ou une femme qui mesure 1m80, elle ait une jupe qui arrive au-dessus du genou si la jupe doit arriver au-dessus du genou, en fait. Et après, on échange énormément avec nos clients. Donc, on a un chat. Et après, avec les réseaux sociaux, en fait, il n'y a pas vraiment de problème ou d'erreur de taille puisque en amont, on discute vraiment beaucoup avec elles. Donc, elles sont plus rassurées parce que c'est un concept qu'elles ne connaissent pas et qui, du coup, leur prend beaucoup plus de temps puisqu'il faut le comprendre. Et après, du coup, ça les rassure pour pouvoir passer à l'achat. Après, pour
Par exemple, pour vendre aux distributeurs, on voit en fonction de l'endroit où ils sont, en fonction des produits qu'ils veulent, et on adapte par rapport à la région, par rapport aux meilleures ventes, quelles sont les tailles et les longueurs les plus adaptées. Et après, on leur permet aussi de nous renvoyer les produits pour qu'on les recoupe. Parce que c'est ce qu'on permet aussi aux clientes. Si les produits sont trop longs, on les reprend gratuitement et on les recoupe à la bonne longueur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je t'entends J'avais pas. coupé mon micro, oui, j'avais coupé mon micro. Non, très, très bien. Je pense que la Calypso nous dit top, génial, merci. Donc, on a bien répondu à cette question-là. Et puis, oui, l'accompagnement du consommateur, on l'a évoqué avec toi, on l'a évoqué aussi avec Sidonie et Geoffrey. Moi, peut-être aussi, ce que j'avais envie de vous demander, c'était comment au-delà du fait d'éviter les erreurs d'achat, de faire des collaborations, comment est-ce que tout ce que vous pouvez récupérer en termes d'interaction avec votre clientèle, ça vous permet de mieux répondre à leurs besoins parce qu'on le sait, un produit qu'on ne vend pas, c'est un produit qui a une empreinte écologique et environnementale qui est néfaste, alors que finalement, quand on fait un bon produit et qu'on sait qu'il va toucher le marché, ça va fonctionner. Alors, Marine, vous faites Oui, pas mal d'interactions oui. avec votre communauté dans le design. Oui, en fait, nous, on fait de la précommande. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, donc ça, c'est la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. On va montrer, en fait, nos idées de dessin, après, nos prototypes, les tissus. Et en fait, on va co-créer vraiment avec les clientes pour coller au plus près de leurs besoins. Et donc, au fur et à mesure, on s'adapte à leurs demandes et à leurs envies. Voilà, donc ça nous permet, en fait, déjà de pas forcément se tromper ou se tromper un peu moins en termes de couleur parce que entre aimer une couleur et l'acheter, il y a une différence, mais au moins ça nous permet d'avoir des grandes tendances et les clientes font vraiment partie de la création. Et après, comme on produit que en précommande, on lance des préventes donc tous les derniers mercredis du mois et à moins 10%. Et donc après, les clientes attendent un mois avant de recevoir leur commande. Mais du coup, ça nous permet d'avoir des stocks beaucoup plus raisonnés et donc de produire seulement un tout petit peu plus au cas où il y a des échanges et des ventes de dernière minute. Mais du coup, voilà, comme on fait que des éditions limitées et des petites séries, ça nous permet vraiment d'avoir un stock au plus juste. Geoffrey, chez Bonne Gueule, c'est aussi ça. On veut ça, on s'arrache les cheveux pour éviter les retours, pour que tout fonctionne au mieux. Et en même temps, vous passez énormément de temps à la conception de vos produits. Je crois sur un des produits pour lequel vous avez mis le plus de temps à faire du développement, c'était la sneakers. Ouais. C'est tellement de temps que la V2, ça fait 1 an qu'on l'attend. Ouais, mais c'est vrai que nous, on n'a pas tellement la possibilité de faire de la précommande parce qu'on est beaucoup sur des produits qui sont saisonniers. Et on a ce qu'on appelle un time to market, donc le temps entre le design et le lancement qui est assez long, vu qu'on utilise, on a souvent des produits un peu complexes, quoi, en termes de façon et en termes de savoir-faire aussi sur les draps, sur les molletons, etc. Et concrètement, l'approche qu'on a trouvée, c'est plus de faire des vêtements qui sont intemporels dans le style. On a conduit pas mal d'études où finalement on a vu qu'on avait quasiment aucun stock qui avait plus de 2 ans d'ancienneté. Et finalement, même sans faire de précommande, quand on a des produits qui sont intemporels et qui sont bien conçus à la base, on arrive toujours sous 2 ans à tout vendre et à ne pas avoir de reliquats, et cela sans faire de promotion non plus. Donc parfois, il faut un peu prendre son mal en patience, mais en prenant bien le sujet à la base, on arrive aussi à s'en sortir. Il y avait une chose aussi que je voulais encore évoquer rapidement avant de passer au rôle du consommateur, parce qu'il nous reste 5 minutes. C'était le marketing éthique. Donc, je pense que tu as des choses à dire et après, je passerai la parole aussi à Sidonie.
C'est-à-dire, Marc, peut-être Sidonie d'abord si tu veux commencer, et puis je laisserai Geoffrey rebondir sur aussi la façon dont on peut finalement faire du commerce, mais en y mettant du sens. Oui, c'est un point qu'on avait abordé ensemble. Moi, je pense que justement, dans l'idée du green commerce, en fait, le marketing est aligné sur tous les éléments qu'on a pu citer. Je rejoins d'ailleurs Marie, en fait, sur le travail que tu t'apprêtes à faire là, à l'occasion du Black Friday. C'est vrai que nous, on a un marketing qui est hyper raisonné, qui est hyper raisonnable, qui est super humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans le... On ne va pas envoyer des newsletters tous les 4 matins à nos clients pour leur dire consommez, consommez, allez-y, consommez encore et encore, faire des promos à partir de 3 produits. On va pas non plus faire on n'est pas dans le système de vente privée, de vente flash, etc. On est à l'inverse de tout ça en fait. Euh, on privilégie le sens. Je rejoins Marie encore une fois sur le fait que sans doute sur nos communications, il y a beaucoup plus de textes que de lignes allouées au prix en fait. Et ça, je pense que c'est un point important aussi dans le rapport qu'on peut avoir en fait à nos consommateurs et dans l'image qu'on peut donner d'une marque éthique. Geoffrey, tu veux rebondir? non, déjà, c'est très juste ce que dit ma consoeur. Ok. Ouais, il y a un point qui me venait un peu, c'est super dur en fait de trouver le bon curseur de marketing éthique entre pas faire de marketing et en même temps vendre ses produits parce que l'existence d'une marque, c'est comme de vendre. Certes, on fait des marques engagées, éthiques, qui sont des alternatives meilleures que ce qui existe actuellement sur le marché. Donc on se dit finalement qu'à chaque fois qu'on vend quelque chose, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, c'est un mauvais produit qui ne sera pas vendu à la place, ou parfois même deux mauvais produits quand on parle de durabilité de nos offres comparées à de la fast fashion. Mais souvent, en face de nous, on a aussi des clients qui parfois veulent toujours qu'on soit plus royaliste que le roi. Et il y a un espèce de truc où le mieux devient l'ennemi du bien. Et au finalement, le moindre truc à un moment de marketing, ça peut être vu comme un mauvais truc ou comme un gros mot, alors qu'à un moment, qu'on soit marque engagée ou pas, du marketing, il faut en faire parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'existence. Et s'il n'y a pas d'existence, il y a juste, il reste quoi? Il reste juste encore une fois la fast fashion, quoi. Ouais, on en parlait sur un autre sujet, on parlait du financement et le shaming qui peut y être adjoint quand on veut grandir. Et ben, une marque ou un commerce engagé, ben, quand il a besoin de se développer, il a aussi besoin de fonds et donc c'est aussi important de ne pas leur jeter la pierre, quoi. Ouais, j'avais lu un article qui était assez rigolo qui disait Patagonia, ils ont toujours refusé de lever des fonds avec des investisseurs. Mais bon, pour la vraie histoire, Patagonia, à l'époque où ils avaient besoin de sous, ils étaient allés chercher ça sur des usuriers, donc des gangsters. Et derrière, les VC, donc les levées de fonds sur la côte ouest des États-Unis, ça n'existait même pas encore à l'époque. Et je pense qu'un Yvon Chouinard, il aurait adoré lever des fonds plutôt que d'aller mettre de risquer de perdre un doigt face à des prêteurs sur gage. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi de la finance raisonnable. Il y a aussi de la finance qui aide vraiment. Il y a BPI France qui fait un super taf au niveau de l'État avec des fonds sectoriels dédiés à la mode ou dédiés aux industries créatives ou au sujet RSE. Et il y a aussi beaucoup de fonds qui se positionnent sur ces sujets, donc, sachant que derrière, c'est vraiment des acteurs privés, mais avec une notion un peu de financement à mission. Parce que derrière, c'est aussi ce qu'ils vendent à leurs sociétaires, les personnes qui apportent l'argent au fonds qui, lui, les replace en étant investisseurs. Donc, il y a quand même aujourd'hui différentes manières de se financer. Il y en a toujours des mauvaises, mais il y en a aussi beaucoup des bonnes. Et puis derrière, c'est aussi des choses qu'on peut évoquer avec sa communauté. Lever des fonds, c'est pas un gros mot. On peut tout à fait ensuite faire ce que plein de marques font. Nous, on a fait ce choix aussi à l'époque. C'est de faire un énorme article où on leur explique pourquoi on lève des fonds, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, qui sont nos financiers, en quoi ils nous aident, quels sont les devoirs qu'on a par rapport à eux, quels sont ceux qu'eux ont par rapport à nous. Et in fine, on a des consommateurs qui sont encourageants. Donc, il ne faut pas hésiter aussi, en tant que marque engagée, à un moment, parfois taper un peu du poing sur la table par rapport à ses consommateurs et dire nous, on est assis dans nos convictions en faisant ça. Et donc, c'est comme ça. Et après, on entend ce que vous nous dites et on vous répond. Mais à la fin, on est quand même souverain sur les choix de nos marques.
Ouais, bah, je pense que c'est super important d'être droit dans ses bottes par rapport à ça, de pouvoir expliquer aussi clairement que tu l'as fait. Si Fabrice, enfin si on nous laisse un tout petit peu, quelques minutes encore, parce que on y arrivait sur le rôle du consommateur, j'avais juste envie en une phrase. C'est bon, Fabrice, on peut encore? Tu peux y aller. Et Vas-y, vas-y. Ok, Je super, dirai merci. rien. Vas-y. On a la chance de conclure, donc on a un petit peu de rab. Bah, justement, le rôle du consommateur dans le green commerce, parce que bah, vous faites énormément d'efforts et on vous en demandera toujours plus. Mais quand on prend un produit, 50% de l'impact environnemental d'un produit, c'est le consommateur, c'est l'usage. Donc, je voulais déjà donner la parole là-dessus à Jean-Philippe et je vous laisserai tous conclure sur votre perception et sur aussi vos attentes, vous en tant que marque, en tant que média, en tant qu'entrepreneur, sur vos attentes vis-à-vis du green consommateur. Jean-Philippe, je te laisse. Oui, oui. Enfin, moi, d'abord, comme je ne suis pas acteur, je ne suis pas faiseur finalement du textile, en tout cas de cette mode responsable. C'est vrai que nous, côté Moom, notre objectif, c'est vraiment de plutôt donner justement à ce consommateur acteur les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, encore une fois, on revient un peu sur ce côté d'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels est les moyens qu'a un consommateur à date de pouvoir se dire il y a Geoffrey qui fait quelque chose, il y a Sidonie qui fait quelque chose, il y a Marine qui fait quelque chose, de lui donner finalement toutes ces possibilités-là parce qu'il veut bien agir et en même temps de lui donner le moyen de mesurer ce qu'il est en train de faire parce que je suis persuadé aujourd'hui que parmi beaucoup de personnes qui nous écoutent, on est souvent tourné sur ouais, mais mon acte à moi, finalement, c'est pas ça qui va changer la face du monde, quoi. Et donc, quelque part, ok, je vais acheter un truc, mais bon, je vais vite repartir sur mes habitudes de départ. Et donc là, vraiment, pour moi, il y a un vrai sujet sur donner les moyens de connaître finalement l'ensemble de ces initiatives, l'ensemble de ces possibilités-là, et puis faire en sorte qu'à un moment donné, finalement, la confiance, elle revienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la confiance dans la capacité d'agir. J'ai confiance dans ma capacité d'agir, j'ai confiance. Oui, la rentabilité, c'est important, le profit est important, et donc mais c'est pas un mot qui est sale, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, ça va donner de la pérennité à certaines actions, mais les entreprises, et au travers de toute la transparence là, que j'entends, enfin, quand j'écoutais Geoffrey qui disait, mais moi, à un moment donné, je donne aussi le nom de mes confrères pour pouvoir. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, finalement, le consommateur, il va pouvoir se dire, OK, j'ai envie de m'engager et puis je vais suivre les marques, quoi. Et donc, je vais y retourner. Et nous, l'objet de Moom, c'est ça, c'est de remettre au centre une sorte de hub où je peux vraiment donner la parole à tout le monde, quoi. Merci Jean-Philippe. Marie, est-ce que tu peux nous donner aussi ta vision du rôle du consommateur, puisque vous êtes en interaction, vous le sollicitez, vous par les biais cognitifs. Justement, on n'essaye pas par les biais cognitifs. Non, mais de le sensibiliser sur les biais, parce que du coup, c'est malgré tout, quand vous faites de la com, c'est moyens d'interpellation. Donc derrière, c'est aussi pour le rendre acteur de son achat. Ouais, en fait, nous, du coup, contrairement à un peu ce qui a été dit, nous, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs qui viennent chez nous, ils reviennent ils reviennent et très rarement, en fait, ils font demi-tour en se disant, OK, j'ai fait juste l'acte une fois et en fait, je vais faire demi-tour et en fait, ça m'intéresse plus et je vais changer. Nous, ce qu'on voit vraiment, c'est que les consommateurs qui sont venus une fois, qu'on a réussi, en fait, à leur donner un peu le spirit c'est quoi We Dress Fair, c'est quoi la mode éthique aussi, parce qu'en fait, comme Geoffrey, en fait, on a beaucoup de gens qui rentrent dans la boutique qui disent mais franchement les gars, j'ai trop envie de consommer mieux, mais en fait j'ai pas les moyens. Et en fait nous on leur dit mais en fait
y a 20 000 autres façons de faire pour diminuer son impact dans la mode. Et si on n'a pas les moyens, il y a aussi la seconde main, il y a aussi apprendre à réparer. Donc l'année dernière, le Black Friday, on avait fermé la boutique, on avait enlevé les fringues et on apprenait aux gens à réparer leurs fringues. En fait, ils venaient avec des vêtements troués et nous, on était là avec nos machines à coudre. On était, je ne sais plus combien, mais à essayer du coup, à leur apprendre à réparer. Donc on ne le faisait pas pour eux, mais on leur apprenait à réparer leurs fringues. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, ça va au-delà de juste une entreprise, un projet et les vêtements qu'ils vendent. Je soutiens quel mouvement, je soutiens quel système j'ai envie de soutenir aussi, je soutiens quelle entreprise et du coup derrière, je soutiens voilà, quel type de société j'ai envie, quoi. Et du coup, nous, le consommateur, on l'implique vraiment là-dedans, en fait. Et ça, ça fait aussi partie du fait qu'on est une entreprise militante et du coup, on engage aussi les consommateurs à être acteurs d'autre chose que juste leur propre consommation. Et l'année dernière, on avait fait une conférence avec Naïla Djaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette. Et la question, c'était est-ce que ma consommation responsable, à elle seule, elle va faire changer le monde? Et la réponse était un petit peu, en fait, en tant que citoyen, on doit aussi s'engager autrement que via la consommation. Il y a d'autres choses. Donc la consommation, c'est déjà quelque chose qui fait changer les choses, mais il y a aussi l'engagement citoyen, donc il y a aussi faire valoir sa voix en tant que citoyen auprès des pouvoirs publics. Donc pour nous, il y a 3 acteurs, il y a l'entreprise, donc nous, on a des statuts économie sociale et solidaire, donc vraiment à l'intérieur même de la boîte, on a pensé la structure pour que ce soit le plus durable possible et dans un système qu'on a envie de soutenir. Le consommateur, du coup, on lui donne les clés en fait pour que lui-même, après, derrière, il ait son rôle de consommateur et de citoyen. Et du coup, derrière, il y a l'État sur lequel on interpelle très souvent en leur disant, voilà, il faut réguler ça. Voilà, il faut aller plus, la loi sur le devoir de vigilance, il faut l'appuyer. Il faut absolument que ce soit une loi qui soit contraignante. Il faut absolument qu'elle passe aussi à l'Europe. Enfin, en ce moment, elle est débattue au niveau européen. Et du coup, voilà, donc, il y a 3, pour nous, il y a vraiment 3 acteurs. Donc, il y a le consommateur, effectivement, et il a un rôle au-delà de sa consommation. Il a un rôle de citoyen. Il y a les entreprises et il y a l'État, évidemment. Sidonie, le rôle du consommateur, déjà, c'est un bulletin de vote. Quand il achète, il choisit. Ouais, c'est ça, c'est le pouvoir de la carte bleue. Après, moi, j'ai envie de dire que le rôle du consommateur aujourd'hui, c'est quand même on lui demande un travail énorme parce qu'on lui demande de se déprogrammer sur tout, sur à peu près tous les secteurs qui entourent sa maison, son univers, etc. Donc, c'est quand même dense. Comprendre qu'il faut absolument sortir de l'hyperconsommation, etc. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que le consommateur, dans les missions qu'il a aussi, c'est aller rechercher une marque comme les jupons de Louison, comme Thelma Rose, etc. Alors que quand il traverse la rue, il a des H&M, en veux-tu et en voilà, en fait. Donc c'est toute une réflexion qu'il a, un temps qu'il doit passer à aller chercher les bonnes marques, à essayer de comprendre, à refaire confiance aussi aux acteurs qui essayent de bouger les lignes. C'est pas forcément évident. Il y a quand même beaucoup de greenwashing autour de nous. Et puis, j'avais un dernier critère qui m'échappe. Ouais, c'est s'ouvrir aussi. S'ouvrir justement aux arguments qu'on peut essayer de transmettre sur la durabilité, la notion de prix juste, etc. Moi, l'autre chose aussi, c'est que ce que je dis à mes clientes, et nous, on a des clientes qui sont hyper fidèles, en fait. Elles sont hyper fidèles. Sans doute, le premier pas est peut-être plus difficile à passer puisqu'elles ne nous connaissent pas, mais une fois qu'elles l'ont passé, pour le coup, elles reviennent et elles sont des super ambassadrices, etc. Et du coup, je me perds à travers ce que je voulais vous dire. Voilà. On va essayer de conclure parce que là, on déborde déjà depuis 10 minutes. Geoffrey, Marine, Geoffrey, en 1 minute, le rôle du consommateur. Ouais, 30 secondes. Pour le consommateur, il y a un peu des paliers d'éducation à franchir sur son mieux consommer. Il y a un peu ce palier 1 où, comme Sidonie a dit, il faut qu'il se déprogramme. Il y a ce palier 2 où il faut qu'il commence à trier en fait, le bon grain de livret en faisant attention au green, blue, washing, etc. Et puis, pour les gens qui sont aujourd'hui très alertes sur la consommation green, sur ce que ça implique pour les marques, etc., je pense que ces gens qui sont très éduqués, je les incite un peu à se poser dans la position d'un sociétaire, de se dire par rapport à une marque, qu'est-ce que je peux lui apporter, sur quoi je peux l'encourager,
parce que souvent, les gens qui sont très, très alertes en fait, sur les sujets RSE, parfois, ça peut être aussi des gens un petit peu, certains un peu véhéments, un peu durs. Et quand tu es fondateur d'une marque, en fait, tu as tellement d'injonctions paradoxales de te dire ouais, il faut que tu fasses des masques, mais après, finalement, les masques, personne ne les achète. Et puis, on te dit il faut que tu fasses plus de ci et plus de ça, mais en même temps, tu développes plus de modèles. Et puis, toi, à un moment, ton inventaire, il explose et ton cerveau, il explose aussi. Et donc, ces consommateurs qui sont un peu des super consommateurs, si vous pensez que vous faites partie des gens qui savent vraiment qu'est-ce que c'est les enjeux en fait, d'une jeune marque, eh ben, essayez aussi de les encourager et de les pousser à faire mieux, mais pas d'être parfaites. Parce que si vous les poussez à être parfaites, ça va être le burn-out. Alors que si vous pouvez les pousser à faire mieux, eh ben, année après année, il va se passer des très belles choses. La bienveillance, ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est exactement ça. Marine, pour conclure, 30 secondes. Oui, de toute façon, tout le monde a déjà dit l'essentiel. Les consommateurs aujourd'hui, en fait, ils sont sursollicités de partout. Tout le monde se dit éthique et responsable parce que c'est la nouvelle tendance qui habille H&M aussi le font. Donc, honnêtement, pour les consommateurs, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il suffit juste, en fait, malheureusement, c'est à eux de faire ce travail-là, de fouiller, de chercher. Il y a des labels comme Slow We Are qui sont là pour ça. Et justement, en fait, ben voilà, il faut qu'ils eux-mêmes trouvent où se situent les marques. Est-ce qu'elles sont transparentes ou est-ce qu'elles cachent une partie de la vérité, ce qui est pour moi mentir. Mais voilà, il y a beaucoup de... Voilà, c'est du marketing, mais voilà, faut que les consommateurs cherchent aujourd'hui l'information et les marques, les jeunes marques comme nous, voilà, on fait beaucoup on donne beaucoup d'informations, on essaye d'être le plus transparent possible, on fait des vidéos, on fait des choses comme ça pour justement informer. Et voilà, donc c'est voilà, comme tout le monde l'a dit, il faut soutenir les jeunes marques et essayer de chercher comment ils peuvent eux nous aider à nous améliorer. Donc non, vraiment, enfin tout le monde a dit l'essentiel. Donc en tout cas, voilà, le consommateur est acteur aujourd'hui et c'est eux qui feront que le monde et la mode changeront et que justement, en fait, les emplois en France, on va les sauver comme ça parce qu'en en fait, on relocalise en France, on soutient des régions, des villes qui hier, en fait, étaient complètement en train de mourir. Donc, c'est grâce aux consommateurs qu'on change tout, en fait. Voilà, j'arrête. Super. Bon, bah, c'est très bien. On a abordé aussi l'aspect des limites, vos limites, mais aussi les limites que doivent s'imposer un peu les consommateurs, ouais, être conscients pour mieux comprendre et s'engager dans le green commerce. C'est pas qu'aux marques qu'au faire de tout faire. Tout le monde doit faire sa part. C'est la politique des petits pas, des colibris, comme vous voulez. Mais voilà, et on en a parlé rapidement, l'anti-Black Friday, donc suivre We Dress Fair. Il y a aussi le Green Friday, l'association. Il y a le Make Friday Green Again. Il y a Fashion Revolution. Il y a tout un tas de choses. Quand vous regardez dans le chat, il y a Ariel Lévy qui nous a mis encore plein de bonnes choses. Je vais redonner la main à Fabrice. Je m'excuse pour le dépassement. En tout cas, c'était super intéressant. Et, un quart d'heure, ça rien du tout. Ça va. Bon, merci Fabrice. Merci à vous surtout. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et normalement, j'ai Annick Johan qui devrait me rejoindre pour conclure cette magnifique journée. Voilà, elle devrait arriver d'ici. Allez, on va dire 15 secondes. Merci Thomas, Sidonie, Geoffrey, Marine. Et puis à très très vite. Écoutez, franchement, merci à tous. C'est toujours impressionnant de voir la générosité de cette filière de la mode engagée. Et je crois que tout le monde souhaite qu'elle le devienne encore plus, que l'engagement y soit encore plus fort. On est patient, on est bienveillant, mais on veut aussi avancer, on veut aussi aller plus vite, on veut aussi que toutes ces marques formidables rencontrent leurs consommateurs. Donc, on continuera demain avec des sujets encore très, très pratiques et des solutions pour tout le monde. Merci à l'équipe qui a préparé ces Fashion Green Days. À chaque fois, beaucoup de bénévoles se mobilisent pour préparer les événements. Donc, merci et un grand
grand bravo à eux. Merci à Fabrice d'avoir animé cette journée. Et je vous rappelle qu'on peut aussi acheter un billet en replay pour ceux que vous connaissez qui n'ont pas pu être là ou qui veulent le regarder un petit peu plus tard. Donc, on peut, via le site, acheter son billet en replay tranquillement. On peut aussi acheter celui de demain encore. Donc, n'hésitez pas à passer le message. Et je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et portez-vous bien.